la non-participation et l'absence remarquée, distinguée d'Abdelmajid Tebboune au sommet du G20. Le premier sommet du G20 sur le continent africain, un événement historique. Tebboune, il est, depuis ces 2 dernières années, son état de santé, ça ne va pas très bien. C'est très difficile pour les personnes victimes de Covid long, on parle ça de Covid long, très difficile pour eux de faire des longs voyages de plus de 8 heures et 9 heures de vol. Bon, des sources nous ont contactés pour dire Abdou, non, c'est pas vraiment ça le cas. Il a un avion présidentiel très confortable, il a une équipe médicale qui veille sur lui. Apparemment, selon notre source, il y avait une autre raison. C'est qu'Abdelmajid Tebboune voulait éviter de rencontrer Emmanuel Macron. Alors là, c'est encore plus grave. C'est vrai. Emmanuel Macron roule. C'est pas un monstre, il fait peur à Tebboune. Bien sûr, il s'agit, vous avez bien compris, il voulait pas le rencontrer visiblement pour ne pas amorcer un processus de réconciliation. Tebboune n'a pas peur d'Emmanuel Macron. Sauf si c'est le contraire, ça entraîne encore beaucoup plus grave. Je ne comprends pas l'attitude du régime Tebboune dans la crise avec la France. Si vous voulez pas d'une réconciliation avec la France, alors pourquoi vous avez libéré Boualem Sansal? Alors, et pourquoi vous avez programmé le procès en appel de Christophe Glaise le 3 décembre prochain? Quel est l'objectif de prolonger cette crise? À un moment donné, les deux présidents doivent se parler. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, il a fait des déclarations à Johannesburg. Il a été interrogé ou questionné sur les relations avec l'Algérie. Voilà ce qu'il a dit. Moi, je veux bâtir une relation d'avenir qui soit apaisée, mais on doit corriger beaucoup de choses. On sait que sur beaucoup de sujets sécuritaires, migratoires, économiques, on n'est pas dans une situation satisfaisante. Beaucoup de personnes ont réagi à notre émission que nous avons diffusée hier soir concernant pour expliquer la non-participation et l'absence remarquée, distinguée d'Abdelmajid Tebboune au sommet du G20 à Johannesburg en Afrique du Sud, le premier sommet du G20 sur le continent africain, un événement historique où l'Union africaine est à l'honneur et où 22 pays ont été invités, parmi lesquels l'Algérie. Le président algérien Abdelmajid Tebboune avait annoncé à la fin du mois de septembre 2025 qu'il allait, lors d'une interview accordée à la presse algérienne, qu'il allait qu'il allait participer au sommet du G20, et à la surprise générale, il ne participe pas. Non seulement il ne participe pas, mais il délègue son tout jeune et tout frais premier ministre qui n'a aucune expérience pour la gestion des dossiers et des affaires internationales pour le représenter à Johannesburg. Et ça a suscité pas mal d'interrogations. Nous avons répondu à une partie de ces interrogations hier en expliquant que Tebboune, il est, depuis ces 2 dernières années, son état de santé, ça ne va pas très bien. Les longs voyages, très longs courriers, à cause de ces séquelles de la Covid, du Covid-19, un Covid long, on parle de Covid long, c'est-à-dire une forme grave de Covid-19, de coronavirus Covid-19, qui a provoqué des séquelles avec lesquelles les patients dont on a été victimes de ces contaminations, formes les plus graves, sont obligés, sont contraints de vivre avec ces séquelles-là durant toute la vie. Donc, c'est très difficile pour les personnes victimes de Covid long, on parle ça de Covid long, avec des symptômes, avec des séquelles chroniques et des symptômes post-Covid-19 qui seront pratiquement ineffaçables. Très difficile pour eux de faire des longs voyages de plus de 8 heures et 9 heures de vol. Bon, des sources nous ont contactés pour dire Abdou, non, c'est pas vraiment ça le cas. Il a un avion présidentiel très confortable, il a une équipe médicale qui veille sur lui. Il était déjà parti à New York en 2023, en septembre 2023 pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sauf que nous avons bien expliqué, c'était pendant ces 2 dernières années, son état de santé n'est pas reluisant. Mais bon, il y avait une autre, apparemment, selon notre source, il y avait une autre raison qui explique la non-participation de Tebboune au sommet de Johannesburg. Elle aurait pu, visiblement, techniquement, s'organiser, s'arrêter, faire une escale dans un pays africain, faire une petite visite dans un pays africain, ensuite continuer sa route vers l'Afrique du Sud et préparer ce voyage avec son avion présidentiel, son équipe médicale. Il aurait pu le faire, selon d'autres sources qui ont voulu contredire nos informations. Ok, mais quelle aurait été donc la cause de sa non-participation? Selon ces sources, c'est qu'Abdelmajid Tebboune voulait éviter de rencontrer Emmanuel Macron. Alors là, c'est encore plus grave. C'est vrai. En tout cas, ça peut être partiellement vrai. Ça peut, à mon avis, c'est peut-être la deuxième raison qui explique l'absence de Tebboune. Parce que j'en ai parlé avec beaucoup de sources. Ça peut être vrai. Mais ce n'est pas la première vérité, ce n'est pas la première raison. Mais en tout cas, même si c'est un peu vrai, c'est grave. Comment un président algérien, donc le président d'Algérie, va s'absenter d'un événement international important pour ne pas croiser un autre président? Emmanuel Macron roule. C'est pas un monstre, il fait peur à Tebboune. Bien sûr, il s'agit, vous avez bien compris, il voulait pas le rencontrer visiblement pour ne pas lui donner l'occasion, pour ne pas amorcer un processus de réconciliation. Tebboune n'a pas peur d'Emmanuel Macron.
Sauf si c'est le contraire, ça entraîne encore beaucoup plus grave. Il n'a pas peur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est pas un fantôme qui l'empêchera Tebboune de dormir. Mais visiblement, Tebboune n'a pas envie de rencontrer Emmanuel Macron, de le serrer la main, de le prendre dans ses bras, ou de lui parler, ou de s'entretenir en tête à tête avec lui, ou de commencer un processus de réconciliation. Ouais, mais moi, je ne comprends pas l'attitude du régime Tebboune dans la crise avec la France. Si vous voulez pas d'une réconciliation avec la France, alors pourquoi vous avez libéré Boualem Sansal? J'ai pas compris. Alors, et pourquoi vous avez programmé le procès en appel de Christophe Glaise le 3 décembre prochain? J'ai pas compris. S'il n'y a pas des signes d'ouverture, ou le Boualem Sansal c'était un cadeau pour l'Allemagne, pas pour la France. Et je ne comprends pas, c'est-à-dire, quel est l'objectif de prolonger cette crise? À un moment donné, les deux présidents doivent se parler. Ils sont obligés de se parler. Ça peut pas rester, on peut pas rester dans cette impasse. Ça fait pratiquement maintenant plus d'une année et demie. On est en train de dépasser le seuil d'une année et demie d'une crise diplomatique et politique d'une violence inouïe, inédite dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays. Or, les deux pays ont des intérêts énormes. L'Algérie pour la France, c'est pas n'importe quoi. La France pour l'Algérie, c'est surtout pas n'importe quoi. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, il a fait des déclarations à Johannesburg. Quand il est arrivé au G20, il a été interrogé ou questionné sur les relations avec l'Algérie, sur cette rencontre avec Tebboune qui avait été annoncée par pas mal de médias algériens et français et qui a été annulée visiblement à la dernière minute. Emmanuel Macron a fait des déclarations conciliantes, amicales à l'égard de l'Algérie. Voilà ce qu'il a dit. Moi, je veux bâtir une relation d'avenir qui soit apaisée, mais on doit corriger beaucoup de choses. On sait que sur beaucoup de sujets sécuritaires, migratoires, économiques, on n'est pas dans une situation satisfaisante. Voilà. Il a parlé aussi il a parlé concernant la rencontre avec Tebboune, il a dit une rencontre se fera au moment où l'on aura préparé pour avoir des résultats. Voilà, visiblement, lui-même, il était déçu et étonné de ne pas pouvoir rencontrer Abdelmajid Tebboune. Visiblement, il faut préparer cette rencontre, parce que Tebboune devait aller au G20. Il n'y a pas que la France dans la vie. Le G20, c'est important pour l'Algérie. Les thématiques abordées par le G20, rencontrer les représentants ou les chefs d'État ou les présidents des 20 pays les plus riches du monde, c'est très important pour les intérêts de l'Algérie. Tebboune aurait pu aller serrer la main juste à Macron et ne pas rencontrer Macron. Il n'est pas obligé de le rencontrer à titre personnel. Mais bon, apparemment, il faut préparer une rencontre spéciale Tebboune-Macron. Ensuite, Macron a dit nous avons obtenu des avancées ces dernières années avec une méthode faite de respect et d'exigence. Beaucoup de gens veulent faire de l'Algérie une question politique domestique française, et en Algérie, beaucoup de gens veulent faire de la relation à la France une question de politique domestique algérienne. Là, il a complètement raison, Macron. Force est de constater que si on veut dépasser les crispations et les malentendus, il faudrait que l'Algérie cesse d'être un sujet de politique intérieure en France, et la France cesse d'être un sujet de politique intérieure en Algérie. Il faut que les deux États, les dirigeants des deux pays mûrissent et s'acceptent mutuellement et se parlent, comme si, du point de vue, en acceptant qu'il s'agit de deux pays indépendants et qu'il s'agit que les deux pays ont des intérêts convergents, ils ont des malentendus et des problèmes, il faudra les résoudre par le dialogue et le compromis. Donc, je ne comprends pas, moi, la volonté du régime algérien de poursuivre le bras de fer avec la France. On a gagné quoi? Je rappelle que la France, pour l'Algérie, c'est parmi les 3 ou 4 partenaires économiques les plus importants. C'est le premier pays qui abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger. Nous avons jusqu'à 5 millions d'individus qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Nous avons minimum 3 millions de personnes qui vivent en France et qui sont ou binationaux ou algériens, ou des Algériens nés en Algérie qui sont installés en France, ou des Algériens qui sont nés en Algérie qui ont été naturalisés français en France, ou des Français descendants de parents algériens, ou des Français d'origine algérienne. Nous avons minimum 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, si on comptabilise les sans-papiers, si on comptabilise les pieds noirs, si on comptabilise les halkés et leurs descendants, nous avons une communauté, tout ça c'est des Algériens. Être Algérien c'est quoi? C'est avoir une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Tout ça, nous avons donc une communauté de plus de 5 millions de personnes. Donc si on comptabilise tout ce beau monde, dans un pays où il y a 5 millions et demi de passagers entre l'Algérie et la France, au niveau des liaisons aériennes, il y a des dizaines de vols par jour entre l'Algérie et la France. Il y a des intérêts culturels, historiques, il y a une mémoire commune.
il y a des intérêts sécuritaires communs, il y a des réseaux criminels qui opèrent dans les deux pays, il y a des problèmes d'immigration clandestine, il y a des problèmes économiques, il y a une présence importante des entreprises françaises, donc on ne peut pas traiter la France comme si c'était pas un pays important, c'est faux. C'est un pays important pour l'Algérie, comme l'Algérie est un pays important pour la France. Cette politique de bras de fer et de conflit gratuit, qu'est-ce qu'elle nous a coûté aujourd'hui? Il faut faire le bilan de cette crise. Il faudra que le régime, à un moment donné, fournisse des comptes, rende des comptes, il fournisse des explications à propos de son bilan. En une année et demie, l'image de l'Algérie en France n'a jamais été aussi cassée, détruite, sabotée. On a fait des cadeaux précieux au courant de l'extrême droite, aux nostalgiques de l'Algérie française, qui ont profité de cette crise entre Alger et Paris pour casser de l'Algérien, pour demander le divorce avec l'Algérie, pour nuire aux intérêts de l'Algérie. La communauté algérienne en France, elle en a pâti cruellement, elle en a souffert cruellement de cette crise. Des titres de séjour bloqués, des visas bloqués, des naturalisations ralenties, des régularisations ralenties, bloquées. Les Algériens ont beaucoup souffert. Alors qu'il faut dire la vérité, il y a des régions entières en Algérie qui vivent de l'immigration algérienne en France. Ça, Tebboune ne veut pas le dire. Allez voir en Kabylie, des villages entiers en Kabylie qui sont financés par les membres de la communauté kabyle, algérienne, donc, qui vivent en France. Il y a au moins 2 milliards d'euros contre les retraités algériens, 1 milliard d'euros des retraités algériens qui envoient chaque année leur argent en Algérie. Plus, vous avez minimum 1,5 milliard d'euros. Il y a au moins 2,5 milliards d'euros qui parviennent de France vers l'Algérie. Les envoient ce que tous les Algériens de France envoient à leur famille pour entretenir leur famille, et pas uniquement pour entretenir leur famille, répondre à leurs besoins, et pas uniquement en Kabylie, en Oranie, à Biskra, à Ouedsouf, à Steve, à Guelma. Toutes les régions, la communauté algérienne en France, elle est issue de toutes les régions. Dans toutes les grandes métropoles françaises, vous avez des Algériennes et des Algériens qui sont issus des 4 horizons de l'Algérie. Et ces gens-là travaillent en France. Ils payent leurs impôts en France, ou ils gagnent leur vie en France pour envoyer une bonne partie de leur argent vers leur famille en Algérie. Faut pas mentir. Les Algériens de France, ils sont présents physiquement en France, mais ils ne profitent pas beaucoup de leur vie française. Surtout pour les Algériens qui sont nés en Algérie et qui se sont installés en France. Et dont le nombre dépasse 1 million de personnes. Ils envoient tous de leur argent en Algérie pour nourrir et contribuer à aider leur famille. Ça, c'est une source financière importante pour l'Algérie. Et il y a au moins 4 à 5, quand on compte que chaque Algérien peut nourrir 5 personnes, quand on a 1 million de personnes en Algérie qui envoient son argent en Algérie, dans son pays natal, on a au moins 5 millions de personnes, 5 millions d'Algériens et d'Algériens qui sont aidés financièrement et qui se nourrissent financièrement de ce que la diaspora, de ce que leur famille de la diaspora leur envoie comme argent. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas important. Et je vais faire une crise avec un pays aussi important que la France, où j'ai des intérêts, où je peux faire du lobbying. J'ai des atouts. Le problème, c'est que le régime algérien, s'il était intelligent, il a des atouts de façon passive, des atouts précieux, ou de façon pacifique, avec de la séduction, avec de la diplomatie, avec de la ruse, il pourrait avoir une influence importante sur la classe dirigeante française. La communauté algérienne en France, c'est un foyer électoral important. La communauté algérienne en France, c'est une force économique importante. Et les médecins, il faut pas se cacher, il y a des métiers en France où s'il n'y a pas d'Algériens, ils sont bavés. Et dans des secteurs très peu valorisés, très peu valorisants, comme la sécurité ou la livraison, etc. Mais il y a aussi des métiers très valorisés et très valorisants où les Algériens sont nombreux, comme les médecins, par exemple, les ingénieurs dans les grosses boîtes. Les Algériens apportent du bien à la France. Donc le régime algérien, s'il était intelligent, d'ailleurs il le sait, si le régime algérien n'était pas conscient de ces enjeux diplomatiques, grâce à l'importance de la démographie algérienne en France et de l'importance de la diaspora algérienne en France, s'il n'était pas conscient de cela, il ne ferait pas 20 consulats sur le territoire français. Il a bien compris que nous avons 20 consulats. Aucun pays au monde ne pourra avoir autant de consulats. C'est que nous avons des intérêts importants en France. Donc, on aurait pu avoir une autre politique. Une politique d'influence, une politique pour séduire les élites françaises, une politique pour les draguer, on aurait pu constituer un front algéro-français ou franco-algérien contre les autres mouvements extrémistes qui nuisent aux intérêts de l'Algérie et qui veulent colporter colporter des préjugés très péjoratifs sur l'Algérie.
au niveau de la population française. Et on a au niveau des Franco-Algériens, au niveau des Algériens des Français d'origine algérienne, ou des Algériens installés en France, il y a une pépinière de talents, de personnes intelligentes, de personnes brillantes qu'on pourrait, à qui qu'on pourrait, pas instrumentaliser ou utiliser, avec lesquels on pourrait composer plutôt pour faire du lobbying positif et défendre les intérêts de l'Algérie sans forcément recourir au bras de fer, à l'impasse, à la violence, à la brutalité, à la rupture, à l'agressivité. Ça n'a pas de sens. Cette crise de 1 année et demie, on n'a rien gagné. Le régime algérien essaie de nous faire croire qu'il est sorti vainqueur parce que Bruno Retailleau, il est parti. Bruno Retailleau n'est pas parti à cause de l'Algérie. Il faut arrêter de mentir. Bruno Retailleau, il est parti parce qu'il y a un problème, un conflit politique interne en France entre lui et Emmanuel Macron et son premier ministre Sébastien Lecornu. C'est tout. C'est la cuisine française interne. Maintenant, l'Algérie, c'est un grand pays, on va pas se rabaisser à une lutte individuelle et personnelle contre Bruno Retailleau. Et l'Algérie, Bruno Retailleau, il est là, et demain il va partir, il va disparaître. L'Algérie, elle est éternelle. Mais je ne sais pas qu'est-ce que veut le régime Tebboune. Il veut que Driancourt ne parle pas, que Driancourt ne s'exprime pas, que les opposants algériens qui sont en France soient tous chassés de France, ils soient tous partis, que l'affaire MLDZ soit étouffée et enterrée. C'est pas possible. En France, Emmanuel Macron ne décide pas de tout. Et ça Tebboune le comprend. C'est une démocratie imparfaite. C'est pas une démocratie exemplaire. Une démocratie défaillante peut-être, mais c'est une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a les équilibres du pouvoir, il y a les séparations du pouvoir. Emmanuel Macron ne peut pas demander au parquet national antiterroriste de ne pas enquêter sur l'affaire MLDZ. Emmanuel Macron ne peut pas appeler l'OFPRA, l'Office des réfugiés en France, pour leur dire retirer tous les titres de réfugiés politiques aux opposants algériens. Emmanuel Macron ne peut pas instrumentaliser les juges français pour dire emprisonner les opposants algériens. Emmanuel Macron ne peut pas demander au Conseil constitutionnel en France d'interdire le Rassemblement national ou d'interdire les partis anti-algériens. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça, il n'y a pas la justice du téléphone ici. Et les pays, la France fonctionne différemment de l'Algérie. Comme en Algérie, il y a des mœurs et une culture politique différente qu'en France, il faudrait que l'Algérie comprenne qu'en France, il y a une culture et des mœurs politiques différentes que l'Algérie. Ça, c'est des évidences. On est en train de rappeler des évidences quand même. C'est ne pas aller à Johannesburg pour ne pas rencontrer Macron, c'est une insulte à l'Algérie, une insulte à ses intérêts, une insulte une insulte à la grandeur de notre pays. Et Tebboune ne part pas, il va s'absenter d'un grand événement international pour ne pas croiser Emmanuel Macron. C'est pas Napoléon Bonaparte ou Alexandre le Grand ou Jules César pour ne avoir peur de lui, pour ne pas vouloir l'affronter ou à un moment donné, il faut que Tebboune fasse preuve de discernement. Il est président de l'Algérie. L'Algérie est un pays. Ce n'est pas sa famille. L'Algérie, la famille Tebboune et l'Algérie, c'est deux choses complètement distinctes. C'est deux entités distinctes. L'Algérie, elle a des besoins, elle a des intérêts, elle a des priorités, elle a un avenir, elle a un présent, elle a un futur sur lequel il faut veiller. Tebboune, en gérant cette crise algéro-française avec des humeurs, avec des émotions, je ne sais pas, je veux pas me réconcilier, je sais pas, ça se passe pas comme ça. Franchement, ça devient de l'enfantillage, ça devient on est en train d'infantiliser, le régime algérien c'est infantilisé et ça c'est très dangereux pour nos intérêts, pour notre avenir. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.